J'ai passé des mois à préparer la surprise parfaite pour mes parents adoptifs, Anne et Pierre. L'idée m'est venue par une fraîche soirée d'octobre, alors que je faisais défiler des photos de voyage sur Instagram. Sur l'écran se succédaient des images de la Tour Eiffel, de vignobles baignés de soleil et de ruelles pavées pleines de charme, et soudain j'ai compris, je les emmènerais en France pour une semaine. Chaque instant libre était consacré à l'organisation. Durant mes pauses au travail et à l'heure du déjeuner, je feuilletais des critiques enthousiastes sur de pittoresques bistrots du quartier du Marais, où l'on pouvait savourer des baguettes croustillantes et une soupe à l'oignon parfumé. Tard le soir, j'imaginais des itinéraires de promenade longeant les plus beaux recoins de Paris, rêvant du regard émerveillé de ma mère devant la cathédrale Notre-Dame, malgré les travaux de restauration toujours en cours. Pour économiser assez d'argent, j'ai enchaîné des heures supplémentaires à l'hôpital où je travaillais comme infirmière, en prenant des gardes de nuit et en couvrant les jours fériés. Ma collègue Justine trouvait que j'étais folle de dépenser autant pour un voyage imprévu, mais elle ne comprenait pas. Ce sont ces mêmes personnes qui m'avaient accueillie quand j'avais 12 ans, qui m'avaient accompagnée aux réunions parents-professeurs, qui m'avaient guidée dans les méandres de l'adolescence et m'avaient soutenue quand j'avais décidé de devenir infirmière, malgré les suggestions d'embrasser une carrière plus prestigieuse. Le programme du voyage se précisait un peu plus chaque semaine. Nous commencerions, bien sûr, par Paris 3 jours pour explorer la ville lumière. J'avais réservé un charmant appartement sur la rive gauche, à quelques pas d'une boulangerie renommée où, chaque matin, nous pourrions savourer des croissants tout juste sortis du four. J'imaginais déjà mon père, appareil en main, capturant chaque détail de l'architecture environnante, tandis que ma mère s'arrêtait devant de petites brocantes d'antiquités à découvrir au fil de nos promenades. Ensuite, nous prendrions le train pour la vallée de la Loire pour 2 jours de visite de châteaux et de dégustation de vin. J'avais déniché un domaine viticole familial où les propriétaires vivaient encore dans une partie du château, proposant des visites intimistes suivies d'un dîner dans une cave centenaire. Ma mère, toujours passionnée d'histoire, et mon père, amateur de bons crus, trouveraient là l'accord parfait. Pour les 2 derniers jours, notre destination serait la côte normande. Je me souvenais de l'émotion de mon père, les yeux embués devant un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale visionné lors de la journée des anciens combattants, si bien que j'avais engagé un guide privé pour nous faire découvrir les plages du débarquement et le cimetière américain. Le voyage se conclurait par une nuit dans une ancienne phare réaménagée, où nous pourrions admirer le coucher de soleil sur l'Atlantique tout en dégustant des fruits de mer frais. Chaque détail était pensé pour refléter ce que mes parents aimaient par-dessus tout leur passion, leurs rêves et leurs centres d'intérêt. Je passais des heures à apprendre le français avec des applis linguistiques, déterminée à maîtriser au moins les bases. Je voulais être capable de commander dans les restaurants sans embarras, comprendre suffisamment pour me déplacer dans le métro, prouvant ainsi que j'avais mis mon cœur dans chaque aspect de cette aventure. Mon excitation grandissait à mesure que je rassemblais de petites attentions destinées à rendre le moment de la révélation encore plus spécial. J'avais déniché une vieille affiche de film du cinéma français, en parfait accord avec celle que mon père racontait avoir adorée à l'université. J'avais commandé un foulard en soie peint à la main pour ma mère dans une petite boutique de Montmartre, prévu avec plusieurs semaines d'avance pour l'emballer soigneusement, et j'avais même créé un album personnalisé de photos de nos précédents voyages, avec les dernières pages laissées vides portant l'inscription. Prêt pour notre prochaine aventure ? À l'approche du départ, je laissais subtilement glisser quelques indices pour m'assurer qu'il se libérerait pour la semaine. Et si on prenait tous un peu de congé cet été, lançais-je lors d'un déjeuner dominical, en glissant, vous travaillez trop. Mes parents souriaient et hochaient la tête, inconscients des plans que je mijotais. Tous les billets, réservations d'hôtels soigneusement choisis, attractions et dîners dans des restaurants mêlant élégance et confort, se retrouvaient rangés dans un dossier spécial sur mon ordinateur. J'avais même engagé un photographe pour immortaliser notre premier matin à Paris, m'imaginant déjà la beauté des clichés d'une aventure familiale tant attendue. Chaque fois que je me sentais submergée par l'organisation ou doutais d'avoir fait assez, je repensais à toutes les fois où mes parents avaient dépassé les attentes pour me soutenir. Comme lorsqu'ils avaient traversé la banlieue de notre petite ville parisienne pour venir à ma remise de diplôme, même si mon père avait de terribles maux de dos qui rendaient les longs trajets pénibles. Comme quand ma mère avait appris à cuisiner des plats végétariens pendant mes périodes d'errance, sans jamais se plaindre, même si cela impliquait de préparer 2 repas différents presque chaque soir. Ces innombrables petits gestes, accumulés au fil des ans, exprimaient leur amour.
Ce voyage n'était pas de simples vacances, c'était ma façon de les remercier pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi, pour chaque sacrifice consenti, pour chaque moment où ils avaient choisi d'être les parents d'une enfant qui n'était pas biologiquement la leur. Je voulais qu'ils sachent que leur amour n'était ni passé inaperçu ni sous-estimé. Je désirais leur offrir quelque chose d'extraordinaire, qui créerait des souvenirs à partager pendant des années. En repensant à tout ce que j'avais investi dans ces plans, chaque lieu choisi, chaque réservation minutieusement effectuée, chaque petite attention était imprégnée de sens et d'émotion. J'étais persuadée que ce voyage serait bien plus qu'une semaine en France, il serait le témoignage de notre lien, la célébration de la famille et le commencement d'un nouveau chapitre dans notre histoire commune. Le matin du départ, il faisait frais et clair, l'un de ces matins parfaits de banlieue parisienne, comme s'il avait été fait pour moi. Je m'étais levée bien avant le réveil, trop excitée pour dormir, mon esprit déjà en ébullition à l'idée de l'aventure à venir. La surprise avait été un succès, les visages de ma mère et de mon père, lorsqu'ils ouvrirent l'enveloppe. Révélant l'itinéraire lors du dîner dominical, était tout ce dont j'avais rêvé et bien plus encore. Je vérifiai une dernière fois mes valises, m'assurant de n'avoir oublié aucun des petits objets soigneusement préparés, de petits guides de conversation en français dissimulés dans les bagages, accompagnés d'oreillers de voyage pour le vol de nuit et de quelques encas préférés. J'avais même pensé au sachet de thé pour ma mère, elle disait toujours que le thé continental ne valait pas celui tant aimé de Yorkshire Gold. Le trajet jusqu'à l'aéroport d'Orly prenait environ 40 minutes depuis notre maison en banlieue parisienne. J'avais planifié le départ avec une grande anticipation, sachant que mon père aimait arriver à l'avance. En reculant ma petite citadine depuis l'allée, les rues familières semblaient soudain chargées de la promesse d'un voyage imminent. Ma mère, assise à l'arrière, parcourait déjà le guide que je lui avais offert, tandis que mon père réglait la radio jusqu'à trouver sa station classique préférée. Les douces notes de Mozart emplissaient la voiture alors que nous prenions l'autoroute en direction de l'aéroport. La circulation était légère, et le soleil dorait le paysage, rappelant les clichés d'un Paris au lever du jour. « Je n'arrive pas à croire que tu aies tout organisé », lança ma mère, probablement pour la énième fois depuis que j'avais révélé la surprise. « Sarah, ma chérie, tu as pensé à chaque détail. » Sa fierté réchauffa mon cœur. J'eus un bref échange de regards dans le rétroviseur, me rappelant comment, enfant, elle m'avait appris l'importance des détails, que ce soit pour un projet scolaire ou pour organiser une fête familiale, toujours insistant sur le fait que ce sont ces petites choses qui rendent les souvenirs inoubliables. Mon père restait silencieux, mais on voyait bien son excitation. Il tenait dans ses mains un nouvel étui pour appareil, que je l'avais aidé à choisir spécialement pour ce voyage. La lumière en France est différente, disait-il après des heures à étudier la photographie parisienne. Je veux être prêt à la capturer. Il regardait par la fenêtre, sans doute en imaginant déjà les clichés qu'il prendrait. En passant devant des monuments familiers d'anciens bâtiments industriels en briques rouges dans notre petite ville, la coupole caractéristique d'une chapelle dans le parc de quartier, et au loin, la silhouette de Paris se dessinant à l'horizon, je repensais à toutes nos escapades en voiture, à nos vacances en famille sur la Côte d'Azur, aux visites universitaires à travers le pays, aux innombrables sorties dominicales, car mon père aimait toujours découvrir de nouveaux lieux dignes d'être photographiés. La conversation roulait naturellement, sautant d'un sujet à l'autre comme lors de nos escapades familiales. Ma mère racontait ce qu'elle avait lu sur l'étiquette à table à la française, on ne doit apparemment jamais couper sa salade avec un couteau. Tandis que mon père évoquait ses études de français en s'essayant à prononcer « je ne parle pas français », avec des succès divers, provoquant nos éclats de rire. Je leur parlais d'un petit café près de l'appartement parisien dont j'avais lu les éloges, où le propriétaire se souvenait de chaque nom et de chaque commande favorite. On dit que son pain au chocolat est le meilleur du quartier, expliquai-je en m'imaginant assis à une minuscule table, observant l'animation de la rive gauche. À mesure que nous approchions de l'aéroport, mon excitation grandissait. Chaque kilomètre parcouru nous rapprochait non seulement de l'aéroport d'Orly, mais aussi de l'aventure que j'avais rêvée pendant des mois. Je pensais aux réservations pour le dîner du premier soir à Paris, dans ce petit restaurant familial de Montmartre, avec ses tables disposées sur le trottoir et une vue imprenable sur les dômes immaculés du Sacré-Cœur. Soudain, alors que nous approchions du terminal E, ma mère toussota doucement, un son qui annonçait toujours une conversation difficile. « Sarah, ma chérie, nous devons te dire quelque chose. » Sa voix,
à la fois délicate et empreinte d'inquiétude, fit naître un nœud dans mon estomac. Je regardai mon père, qui se mit à ajuster sa montre. Et Michel a appelé hier soir, poursuivit-elle en évoquant mon petit frère adoptif. Les lumières fluorescentes du terminal bruissaient au-dessus de nous, jetant des ombres nettes qui accentuaient la tension croissante. Il traverse une période vraiment difficile depuis qu'il a perdu son emploi dans une start-up technologique. J'acquiesçai, serrant plus fort la poignée de ma valise. Michel avait été licencié il y a 3 mois, suite à de lourdes coupes dans le secteur technologique polonais, et était revenu chez nos parents, expliquant qu'il avait besoin de temps pour reconsidérer ses plans. Je l'avais rendu visite plusieurs fois, le trouvant souvent dans la cave, absorbé par des parties de jeux vidéo et des discussions sur des investissements en crypto-monnaie. « Ton père et moi nous inquiétons pour lui », dit calmement ma mère. Récemment, il est si abattu qu'il à peine sort de chez lui. Le docteur Martin pense même qu'il pourrait souffrir de dépression. Nous nous arrêtâmes devant une rangée de sièges, et je remarquai ma mère, nerveusement, faire tourner sa bague de mariage, son tic habituel préoccupant. C'est alors que mon père prit la parole, d'une voix forcée, rappelant ces hivers de mon enfance où il disait que notre poisson rouge était parti pour un aquarium plus grand. Nous pensons que Michel a besoin de changer d'air, de quelque chose qui lui redonne sa motivation. Ces mots me frappèrent comme un coup, même si mon esprit refusait de l'accepter. Nous nous trouvions dans le hall international, nos bagages prêts pour un voyage en France, un voyage auquel j'avais consacré des mois de préparatifs. Pouvions-ils vraiment vouloir dire ? Nous avons décidé d'emmener Michel en France à ta place, dit ma mère en attrapant ma main. Je la retirai instinctivement, les mots résonnant comme une plaisanterie de mauvais goût. Il a besoin de cette chance plus que toi, ma chérie. Tu comprends, n'est-ce pas ? Tu as toujours été la forte. Le terminal semblait tourner, et le brouhaha habituel de l'aéroport s'évanouissait. Je voyais une famille passer, riant en traînant leurs valises assorties vers la porte d'embarquement. Un enfant courait en tenant un coussin en forme de girafe. Tout semblait irréel, comme si je regardais le film de la vie de quelqu'un d'autre. Mais, j'avais tout organisé, balbutiai-je, entendant ma voix étrangère à moi-même. Les restaurants, les excursions, toutes ces petites surprises. La pensée du cadeau soigneusement emballé, l'ancienne affiche de film pour mon père, le foulard en soie peint à la main pour ma mère, l'album photo dont les dernières pages étaient réservées aux messages, prêts pour notre prochaine aventure, envahissait mon esprit. On peut toujours utiliser ton itinéraire, proposa mon père comme si cela pouvait réparer la situation. Et le passeport de Michel reste valide après son départ pour le Canada. C'est vraiment le moment idéal, si on y réfléchit bien. Il me sourit, le même sourire qu'il me donnait quand j'avais 8 ans, expliquant pourquoi ma meilleure amie avait obtenu le rôle principal à l'école, et pas moi. Ma mère continua, ces mots m'envahissant comme des vagues que je peinais à comprendre. Elle parlait de combien Michel avait besoin du soutien familial, que c'était exactement ce qu'il lui fallait pour se relever. Il était si enthousiaste quand nous en avons parlé hier soir, dit-elle, et mon cœur se serra à l'idée que cette décision avait été prise sans me consulter. Je pensais à Michel, mon petit frère adoptif, qui avait toujours lutté contre ce qu'il appelait l'injustice de la vie. Michel, qui en 2 ans avait quitté 3 emplois parce qu'il se sentait sous-estimé. Michel, qui avait emprunté de l'argent à nos parents pour un investissement en crypto-monnaie dont il n'avait jamais remboursé le montant. Michel, qui devait désormais profiter des croissants que j'avais si minutieusement choisis, du logement que j'avais réservé, des expériences que j'avais préparées pour notre famille. Ce qui faisait le plus mal, c'était leur indifférence, comme si c'était une simple modification dans l'organisation d'un dîner et non l'annulation de mois de préparatifs minutieux et d'un investissement émotionnel intense. Ma mère sortait déjà son téléphone, probablement en train de prévenir Michel de l'heure du départ. Mon père se dirigea vers le tableau d'affichage des départs, comme si la discussion était close. « Et qu'en est-il des coûts ?» demandai-je, cherchant un argument pratique, tant que mes émotions débordaient. « Tout est déjà payé, hôtel, excursions, ces attractions spéciales. » Ma voix se brisa légèrement sur ce dernier mot, me rappelant le cours de cuisine privé que j'avais réservé pour l'anniversaire de ma mère, prévu la semaine de notre voyage. « Et bien sûr, on te remboursera, » répliqua ma mère d'un ton joyeux, comme si c'était là la principale préoccupation. « Et toi,
Tu pourrais profiter de ce congé pour faire autre chose. Peut-être rendre visite à cette amie à Paris. Comment s'appelait-elle, déjà, Justine? Elle sourit, occultant totalement mon amertume. Je restais dans le terminal, entouré de gens pressés, de familles prêtes pour leurs propres aventures, me sentant complètement seule. Tous ces plans soigneusement élaborés, dans lesquels j'avais mis tout mon cœur, étaient désormais cédés à Michel comme une vieille chemise démodée, quelque chose qui n'avait plus sa place. Le fait que cette décision ait été prise sans que je sois consultée me fit ressentir une trahison plus profonde qu'un simple changement d'itinéraire. Finalement, j'entendis ma propre voix, calme malgré le chaos intérieur. Je crois qu'il est temps que je reparte. La circulation va bientôt s'intensifier. Je me dirigeai vers la sortie, la valise soudainement semblant peser 1000 kilogrammes. On t'aime, ma chérie, lança ma mère, sa voix débordant de cette certitude maternelle que tout irait bien, que tout était pour notre bien. On se fera un fast time depuis Paris. Je quittai le terminal, passant devant le comptoir d'Air France dont j'avais tant rêvé, m'imaginant nous y enregistrer nos bagages ensemble, en longeant le petit café où nous devions prendre notre dernier café avant l'embarquement. Chaque pas me faisait sentir comme si je glissais sur une boue épaisse, mon esprit incapable de comprendre la rapidité avec laquelle tout s'était effondré. Dehors, le soleil du matin, qui quelques instants plus tôt paraissait porteur de promesses, brillait maintenant d'un éclat austère tandis que je quittais le terminal. Je savais que mes parents appelaient sûrement déjà Michel pour lui ordonner de se hâter vers l'aéroport. Une longue et solitaire route de retour vers la maison s'annonçait, avec pour seul compagnon des plans brisés et l'écho de leurs décisions si froides. Le trajet de retour depuis l'aéroport d'Orly sembla être le plus long de ma vie. Je parcourais l'autoroute, la même voie que quelques heures auparavant nous avait portée, plein d'espoir, mais désormais chaque kilomètre me rappelait la chute de mes rêves. Je tenais fermement le volant, jusqu'à ce que mes mains commencent à trembler, consciente de retenir mon souffle et de le relâcher en courge et qui embuait légèrement la vitre de la voiture climatisée. La première aire de repos que nous dépassâmes était celle où nous avions prévu de prendre un café après notre retour de France. Mon père affirmait toujours que dans ce petit café, le Green Café servait le meilleur americano. Aujourd'hui, une semaine plus tard, il s'y arrêterait probablement avec Michel, partageant leurs anecdotes sur des aventures parisiennes, commandant leur boisson préférée. La pensée me serrait l'estomac. Finalement, je m'arrêtai sur le bas-côté, loin du bâtiment, et me laissai envahir par les émotions refoulées depuis l'aéroport. Des larmes montèrent d'abord chaudes et furieuses, puis se transformant en sanglots profonds que je n'avais pas versés depuis la mort de mon chien Max, alors que j'avais 16 ans. L'ironie du sort ne m'échappa pas, c'était encore une fois Michel qui jouait le rôle principal, refusant d'aider lors d'un enterrement, prétextant être trop émotif, pendant que je devais creuser la tombe dans la cour, lui, s'amusant à jouer chez lui. Mon téléphone vibra avec un message de Justine, ma collègue, qui m'avait aidé à couvrir mes gardes pour rendre ce voyage possible. « J'espère que tu t'amuses bien. Envoie-moi des photos de la Tour Eiffel. » Tour de Tokyo avion, je remis le téléphone de côté, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. Comment expliquer une telle trahison? Le tableau numérique du tableau de bord afficha 10h47. Mes parents étaient probablement déjà passés le contrôle de sécurité, assis près de la porte d'embarquement. Ma mère lisait sans doute sur sa liseuse, mon père nettoyait soigneusement les objectifs de son appareil, et Michel. Michel était là, souriant, absorbé par son téléphone, ignorant qu'il allait bientôt vivre un voyage qui ne lui était pas destiné, un voyage fruit de mois de préparation, d'économie et d'investissement émotionnel. Je repensais à toutes mes recherches sur la culture et les coutumes françaises. Mon application d'apprentissage signalait toujours une séquence de 47 jours. J'avais appris assez de français pour commander dans un restaurant, demander son chemin et tenir une conversation légère avec les locaux. Michel avait-il même essayé d'apprendre « bonjour » ? Aurait-il apprécié la signification historique des plages du débarquement que j'avais choisi pour nous ? Se serait-il levé à l'heure pour le reportage photographique matinal que j'avais réservé pour mon père ? Le rappel de l'invitation de ma mère à aller voir Justine à Paris me frappa à nouveau, et de nouvelles larmes coulèrent. Comment pouvait-il ne pas comprendre ? Ce n'était pas qu'un simple voyage. C'était la création de souvenirs, la démonstration de toute ma reconnaissance pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. C'était enfin l'occasion de leur rendre ce qu'ils avaient si généreusement offert en m'acceptant dans leur famille.
Je descendis de la voiture, submergée. Dans mon agenda, où j'avais consigné chaque détail du voyage, chaque page regorgeait de noms de restaurants minutieusement choisis, d'attractions et de plans B en cas de pluie, de la visite du Louvre le mercredi matin, quand il y avait le moins de monde, de la Tour Eiffel au coucher du soleil le jeudi, jusqu'au marché normand du samedi, où les agriculteurs locaux vendaient fromage et produits frais. Lire ces notes ressemblait à feuilleter l'histoire de vies étrangères. J'étais convaincue qu'en orchestrant chaque détail, ce voyage renforcerait ma place au sein de la famille, que la création d'une expérience idéale me permettrait enfin de mériter l'amour inconditionnel que Michel semblait recevoir malgré ses difficultés constantes. Après quelques jours d'évitement et de réponses brèves aux photos enthousiastes de Paris, j'atteignis enfin le point de rupture. Une photo de Michel, prise devant un petit restaurant familial à Montmartre, celui que j'avais choisi pour notre premier dîner à Paris, en fit tout changer. Michel faisait le signe de la paix devant l'appareil, comme s'il venait de terminer un menu de 4 plats, et la légende disait « le meilleur repas de ma vie ». Sarah, tu sais vraiment choisir. Je m'installai dans l'appartement, fixant l'écran de mon téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis je pris mes clés et partis vers la maison de mes parents, située dans une petite ville près de Versailles. Le trajet, qui ne devrait durer que 20 minutes, me sembla à la fois interminable et trop court. Chaque feu de signalisation semblait me demander si je voulais vraiment affronter cette confrontation, mais je continuais. J'avais besoin de réponses pour comprendre comment il pouvait reléguer à Michel des mois de préparation et d'investissement émotionnel. La maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, les hortensias soigneusement entretenues par ma mère longeant l'allée, les mangeoires à oiseaux accrochés aux platanes par mon père, le paillasson que je leur avais offert à Noël, toujours présent sur la vieille véranda. Tout semblait normal, malgré tant de changements. Je sonnai à la porte, désirant être accueillie en invitée et non comme une intruse. Au bout de quelques instants, j'entendis des pas familiers, suivis du cliquetis d'une serrure. Ma mère m'accueillit avec un sourire, comme si ma visite dominicale était la plus naturelle des choses. « Sarah! Quelle surprise! Nous venons de rentrer hier soir, lança-t-elle, affichant encore quelques traces de décalage horaire, tout en m'invitant à entrer. Elle me serra dans ses bras, bien que je ne rendis pas immédiatement l'étreinte, et examina ma posture crispée. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Nous nous installâmes dans le salon, où mon père feuilletait son matériel photo sur la table basse. Le voir avec sa nouvelle sacoche, choisie spécialement pour ce voyage, me serra la gorge. Il me regarda et sourit, mais son expression s'estompa lorsqu'il vit mon état. « Il faut qu'on parle », déclarai-je d'une voix plus assurée que je ne me sentais, de ce qui s'est passé à l'aéroport. De comment, sans me consulter, vous m'avez remplacé par Michel. Ma mère porta la main à son cou, comme pour apprivoiser la confrontation. Oh, ma chérie, nous ne t'avons pas remplacé. Nous avons simplement estimé que... Qu'avez-vous estimé, maman ? Interrompis-je, ma voix se durcissant. Que cela n'avait pas d'importance pour moi ? Que ces mois de préparation, tous ces efforts et ces petits détails minutieusement choisis étaient interchangeables ? Que je pouvais être simplement remplacée comme une pièce défectueuse ? Mon père, visiblement inquiet, déposa son appareil. « Sarah, ce n'est pas juste. » Michel traversait vraiment une mauvaise passe. Nous devions penser au bien de toute la famille. « Au bien de toute la famille ?» répliquai-je, la colère montant dans la voix. Quand avez-vous discuté de cette décision en famille ? Je ne me souviens pas que nous en ayons jamais parlé avant que je ne la prenne à l'aéroport. Je sortis mon téléphone et fis défiler les photos que mes parents avaient envoyées la semaine dernière. Regardez, montrai-je, en leur montrant la photo de Michel lors du cours de cuisine que j'avais réservé pour l'anniversaire de maman. Ici, il est en excursion privée que j'avais organisée pour papa. Et ici, nous sommes tous ensemble dans le domaine de la vallée de la Loire, où les propriétaires vivent encore dans le château. Savez-vous combien d'heures j'ai passé à chercher cet endroit ? Combien de critiques j'ai lues, d'emails échangés avec les propriétaires pour que tout soit parfait ? Ma mère s'affaissa lourdement sur le canapé, le visage blême. Vous n'aviez aucune idée, non, vous n'aviez aucune idée, répliquai-je doucement mais fermement. Ou alors, vous choisissiez de ne pas voir, car il était plus simple de me considérer comme celle qui supporte tout sans broncher. Mais je ne suis pas un plan de secours, maman.
Je ne suis pas cette force inébranlable qui cède toujours quand Michel a de nouveaux besoins d'aide. Le silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par le bourdonnement d'une tondeuse chez le voisin et le tic-tac régulier d'une vieille horloge, témoin de nos instants familiaux. Ma mère commença à pleurer, de fines larmes roulant sur ses joues, tandis que mon père paraissait perdu, et que la confiance d'antan se dissolvait. Nous faisons cela depuis toujours, n'est-ce pas? Lançai-je, laissant la douloureuse vérité s'imposer. À chaque fois que Michel est en crise, on s'attend à ce que je cède, que je sois celle qui comprend toujours. Quand il a abandonné ses études, nous avons annulé nos vacances pour l'aider à tout repenser. Quand il a perdu son premier emploi, ma remise de diplôme est devenue l'excuse pour le réconforter. Quand il a investi toutes ses économies dans des crypto-monnaies pour ensuite tout perdre, vous avez déboursé l'argent que vous aviez mis de côté pour mon mariage, parce qu'il en avait plus besoin. Mon père voulait dire quelque chose, mais je levai la main. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aider. C'est mon frère et je tiens à ce qu'il réussisse. Mais à quel moment mes sentiments comptent-ils? Quand est-ce que je cesse d'être un simple plan B? Je sortis les cadeaux soigneusement emballés de mon sac, l'ancienne affiche de film pour papa, le foulard en soie pour maman et déclaré, je les ai apportés pour vous montrer ce que vous avez abandonné. Ces surprises étaient censées ponctuer notre voyage. De petits moments qui devaient exprimer à quel point je vous chérissais, combien vous comptiez pour moi. Ils me regardèrent, hésitants, le regard posé sur ces présents non ouverts. Ma mère prit le foulard d'une main tremblante, mais je le repoussai rapidement. Je ne vous le rendrai pas maintenant, dis-je. Ces instants sont désormais perdus. Je voulais juste que vous compreniez ce que vous avez si facilement écarté. On fera en sorte de rattraper cela, promit rapidement mon père, presque désespérément. On organisera un autre voyage, juste nous trois, ce n'est plus qu'une question de voyage, répliquai-je doucement. Il s'agit du respect. De comprendre qu'être forte ne signifie pas ne pas avoir besoin de votre soutien. Être infaillible ne veut pas dire être invulnérable. Je me levai, submergé par un épuisement soudain. J'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment, déclarai-je avec fermeté. Comprenez que ce n'est pas seulement à propos de ce voyage annulé. Il s'agit de ces schémas qui se répètent depuis des années et qui doivent changer. Il faut reconnaître qu'être forte ne signifie pas que mes sentiments n'ont pas d'importance. Alors que je me retournai, mon père m'appela, Sarah, attends. Tu as raison. Trop longtemps, nous t'avons tenue pour acquise, pensant que tu comprendrais toujours et céderais. Il faut changer cela. Je m'arrêtai devant la porte, me retournant pour les regarder. Oui, vous devez le faire. Et moi, j'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Car à chaque notification sur mon téléphone, chaque nouvelle photo du voyage que j'avais imaginé, c'est un rappel douloureux de ce que vous avez si facilement rejeté. En sortant, je me sentais épuisée, mais en même temps soulagée. La conversation n'avait pas tout réparé, elle n'avait pas effacé des années de schémas familiaux ancrés, mais c'était un début. Comme si, enfin, vous commenciez à me voir non plus uniquement comme la fille forte, infaillible qui cède toujours, mais comme une personne dont les besoins comptent aussi. Le soir, sur le chemin du retour, le soleil couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées, évoquant le crépuscule parisien dont j'avais tant rêvé. Plutôt que de ressentir une douleur aiguë de la perte, je découvrais une détermination silencieuse, comme si cette conversation marquait un tournant dans notre histoire familiale. Dans les semaines qui suivirent la confrontation, je traversai une période d'intense introspection. Les premiers jours furent les plus difficiles, je me réveillais, redoutant une nouvelle douleur brutale, mais peu à peu, cette souffrance céda la place à quelque chose qui ressemblait à une croissance personnelle. Mon appartement, autrefois refuge contre la trahison familiale, commença à prendre un nouveau sens, devenant un espace de renouveau. Je fis de petits pas. D'abord, je désinstallai toutes les applications d'apprentissage linguistique de mon téléphone, un geste symbolique pour effacer les vestiges d'un rêve inassouvi. Mais 3 jours plus tard, je réinstalla Duolingo, non par obligation familiale, mais parce que j'avais découvert que l'apprentissage du français me procurait du plaisir. Je le faisais désormais pour moi, et non pour offrir un cadeau à quelqu'un d'autre. Justine, ma collègue, devint une source inattendue de soutien. Durant les pauses entre mes gardes, elle m'écoutait sans jugement pendant que je tentais de comprendre ce qui s'était passé.
Tu sais, me confia-t-elle un jour en partageant un café dans la cantine de l'hôpital, c'est un peu comme réinitialiser une fracture, d'abord ça fait mal, puis l'os se renforce. Ces mots restèrent gravés en moi, surtout lors de mes longues heures à l'unité de pédiatrie. En voyant mes parents se battre pour le bien de leurs enfants et les familles affronter ensemble des décisions difficiles, je commençais à revoir mes propres relations familiales. J'avais compris qu'être forte ne signifiait pas se taire, et qu'être infaillible ne voulait pas dire être exploitable. Le remboursement des réservations annulées commença à être crédité sur mon compte environ 2 semaines après ce que j'appelle désormais l'incident aéroportuaire. En voyant l'argent revenir petit à petit, je pris une décision qui me surprit moi-même. J'ouvris un nouveau compte d'épargne, réservé exclusivement à mes propres voyages. Pas pour des expéditions familiales, pas pour des cadeaux, mais pour des aventures que je voulais vivre pour moi. Mes parents tentèrent de me joindre à plusieurs reprises durant ces premières semaines. Ma mère laissait des messages vocaux de plus en plus empreints de compréhension de « Tu nous manques au déjeuner du dimanche » à « Nous pensons beaucoup à ce que tu as dit ». Mon père envoyait des SMS accompagnés de photos de son jardin, tentant de maintenir le lien sans pression. Et Michel, à ma grande surprise, m'envoya un long email dans lequel il semblait reconnaître ses torts. Je leur répondais à mon rythme. Plutôt que de retomber dans le schéma de celle qui répare toujours tout, je m'accordais le temps de traiter mes émotions. Je passais mes soirées à écrire dans un journal, déversant sur le papier des années de sentiments accumulés, en tant que celle qui avait toujours été forte, infaillible et pourtant, souvent invisible. Un samedi matin, environ un mois après la confrontation, en fouillant dans mon placard, je retrouvai le sac contenant les cadeaux préparés pour le voyage, l'affiche de film pour papa, le foulard pour maman. Ma première impulsion fut de les ranger à nouveau, comme si je voulais dissimuler la douleur qu'ils symbolisaient. Mais au lieu de cela, je les sortis et les examinai avec attention. L'affiche, soigneusement roulée et protégée, conservait encore sa beauté. C'était un classique de la nouvelle vague française de 1962, dont mon père se souvenait avec passion de ses années d'études. Le foulard, en soie peinte à la main dans des nuances de bleu et d'or, reflétait parfaitement le goût de ma mère. En les regardant, je compris que ces présents représentaient non seulement un voyage avorté, mais aussi ma capacité à aimer et à prendre soin. Ce soir-là, je me rendis de nouveau chez mes parents pour la première fois depuis notre conversation difficile. Ils furent surpris de me voir, et dans leurs yeux, j'aperçus quelque chose de nouveau, une subtile prise de conscience qui n'était pas là auparavant. Nous nous installâmes dans le salon, dans cette même pièce où j'avais dévoilé toute ma vérité, mais cette fois, l'air semblait plus léger. « J'ai apporté ces choses », dis-je en déposant les cadeaux soigneusement emballés sur la table basse. Elles étaient destinées à être des surprises lors du voyage, mais je pense qu'aujourd'hui, elles peuvent symboliser autre chose. Elles pourraient nous rappeler non pas ce que nous avons perdu, mais ce qu'il faut chérir dans notre relation. Ma mère déballa le foulard, les mains tremblantes, et des larmes glissèrent sur ses joues en touchant le tissu délicat. Mon père, en contemplant l'affiche, affichait une expression mêlée de joie et de tristesse, de la joie d'avoir reçu quelque chose d'aussi parfait pour lui, et de la douleur pour les moments perdus. « Nous avons parlé », murmura ma mère doucement, « de ce que tu nous avais dit. De ces schémas selon lesquels nous te considérions acquise, pensant que tu comprendrais toujours et que tu céderais. Nous ne réalisions pas à quel point nous te blessions, jusqu'à ce que tu nous ouvres les yeux. » Mon père hocha la tête. Nous avons également discuté avec Michel. De la responsabilité, des conséquences, de ne pas toujours s'attendre à ce que quelqu'un résolve ses problèmes. Il a même commencé à suivre une thérapie. Ces mots me surprirent, mais ce qui m'étonna encore plus fut ma propre réaction. Au lieu de m'inquiéter pour lui, je ressentis une lueur d'espoir qu'il puisse grandir. Sa route lui appartenait, tout comme la mienne commençait à se dessiner clairement. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant, déclarai-je sincèrement. Mais je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain pour nous tous. Dans les mois qui suivirent, quelque chose de nouveau prit forme. Les déjeuners du dimanche reprirent, mais avec une atmosphère différente, plus d'ouverture, un respect accru des limites et une attention plus grande aux sentiments de chacun. Michel commença à se joindre occasionnellement à nos réunions, et je remarquai en lui de petits changements, moins d'attente d'être sauvé, plus d'efforts pour se débrouiller par lui-même. Je me mis également à organiser mes propres voyages.
Le compte d'épargne que j'avais ouvert spécialement pour mes escapades commença à grossir, et avec lui, mes rêves prirent de l'ampleur. Plutôt que de planifier des expéditions axées sur les centres d'intérêt des autres, je me découvrais une envie de découvrir des lieux qui m'avaient toujours fasciné. Bien que j'aimais toujours Paris, j'étais tout aussi attirée par les côtes sauvages d'Irlande, les temples antiques du Japon ou les rues vibrantes de Barcelone. Mes relations avec mes parents évoluèrent également. Ils commencèrent à s'intéresser sincèrement à mon travail à l'hôpital, non plus comme prétexte pour évoquer les problèmes de Michel. Ma mère m'envoyait des articles sur des lieux dont j'avais un jour parlé comme étant mes rêves de visite, et mon père me donnait des conseils photographiques lorsque je décidais enfin de partir en voyage en solo. Ces petits gestes signifiaient qu'il commençait à me voir comme une personne, et non simplement comme un plan de secours familial. Un soir, assise sur le balcon à observer le coucher de soleil, je planifiais un voyage en solitaire à Québec. J'avais décidé de lancer mes propres aventures plus près de chez moi et soudain je réalisais que la douleur de ce matin-là à l'aéroport ne s'était pas totalement estompée, mais s'était transformée en une cicatrice. Un vieux guide français que j'avais acheté pour toute la famille reposait sur ma table, usé et annoté de mes propres réflexions. Parfois, après de longues gardes à l'hôpital, je m'entraînais devant le miroir à tenir de courtes conversations en français non pas pour la famille, mais pour moi-même. Je voyage seul, me disais-je en regardant mon reflet. Et pour la première fois, je ne sentais pas que c'était un geste de consolation, mais bien une véritable aventure. Ma thérapeute, avec qui j'avais commencé à consulter, m'aida à comprendre que cet incident à l'aéroport, aussi douloureux fut-il, m'avait forcé à confronter des schémas qui risquaient de perdurer éternellement. Parfois, me disait-elle, ce qui paraît être la fin n'est en réalité que le début d'un chemin vers un avenir meilleur. Quand l'été céda la place à l'automne, je commençais à regarder vers l'avenir plutôt que de m'attarder sur le passé. La douleur de ce matin-là se transforma d'une plaie béante en une cicatrice, le témoignage de ce que j'avais traversé, mais aussi la preuve de tout le chemin parcouru. Je gardais précieusement les détails de mes projets de voyage en France, non pas comme le souvenir d'une perte, mais comme la preuve que je pouvais créer quelque chose de beau, même si sa forme finale avait différé de mes rêves initiaux. Mon histoire ne se termina pas par un voyage familial à Paris, ni par un cœur brisé. Elle se transforma en une quête de connaissance de soi, en une affirmation de mes limites, et en l'apprentissage que parfois, être forte signifie se mettre soi-même en priorité. Peut-être me promènerai-je un jour seul le long de la Seine, ou avec de nouveaux amis, voire même avec mes parents, si nous apprenons à nous respecter mutuellement. Quoi qu'il en soit, j'irai de l'avant en tant que personne qui connaît sa valeur, qui sait que l'amour ne requiert pas d'offrande sans fin, et qui a compris que les plus belles aventures nous ramènent à nous-mêmes. En repensant à tout cela, je réalise combien j'avais investi dans ces projets qui devaient être notre aventure commune étant rêvée. Chaque détail, chaque lieu choisi, chaque réservation, tout était chargé de sens et d'émotion. J'avais cru que ce voyage scellerait notre lien, consoliderait ma place dans la famille et me permettrait enfin de me sentir aimée. Aujourd'hui, je sais qu'il est essentiel de ne pas s'oublier en essayant de satisfaire les besoins des autres. Mes parents ont tenté de me joindre à maintes reprises. Ma mère laissait des messages vocaux de plus en plus empreints de compréhension, mon père envoyait des photos de son jardin, et Michel de façon inattendue m'avait écrit un long email dans lequel il semblait reconnaître ses erreurs. Je leur répondais lentement, m'accordant le temps de digérer mes émotions. Le soir, j'écrivais mes pensées dans mon journal, retraçant sur le papier des années où j'avais toujours été la forte, infaillible et pourtant souvent invisible. Un samedi matin, environ un mois après la confrontation, en fouillant dans mon placard, je retrouvais le sac contenant les cadeaux préparés pour notre voyage, l'affiche de film pour papa, le foulard pour maman. Ma première impulsion fut de les ranger à nouveau, comme si je voulais dissimuler la douleur qu'ils symbolisaient. Mais je les sortis et les examinai attentivement. L'affiche, soigneusement roulée et protégée, continuait de m'émerveiller. C'était un classique de la nouvelle vague française dont mon père se souvenait de ses années étudiantes. Le foulard, en soie peinte à la main dans des teintes de bleu et d'or, épousait parfaitement le goût de ma mère. En les regardant, je compris que ces présents représentaient non seulement un voyage avorté, mais aussi ma capacité d'aimer et de prendre soin. Ce soir-là, je me rendis une nouvelle fois chez mes parents dans la même maison située près de Versailles. Ils furent surpris de me voir, et dans leur regard, j'aperçus une nouvelle sensibilité, une conscience subtile qui n'était pas là auparavant.
Nous nous installâmes dans le salon, dans ce même espace où s'était déroulée notre douloureuse conversation, mais cette fois, l'air paraissait plus léger. J'ai apporté ces choses, dis-je en déposant les cadeaux soigneusement emballés sur la table basse. Ils étaient destinés à être des surprises lors de notre voyage, mais je pense qu'ils peuvent désormais symboliser ce qu'il faut vraiment cultiver dans notre relation. Ma mère déballa le foulard, les mains tremblantes, et des larmes coulèrent sur ses joues en effleurant le tissu délicat. Mon père, en regardant l'affiche, affichait un mélange de joie et de tristesse. Joie d'avoir reçu quelque chose d'aussi parfait, tristesse pour les moments perdus. Nous avons parlé, murmura ma mère doucement, de ce que tu nous avais dit, de ces schémas où l'on te tenait pour acquise, supposant que tu comprendrais toujours et céderais. Nous ne réalisions pas à quel point nous t'avions blessé, jusqu'à ce que tu nous ouvres les yeux. Mon père hocha la tête. Nous avons aussi discuté avec Michel, de la responsabilité, des conséquences, et de ne pas attendre que quelqu'un répare toujours ses problèmes. Il a commencé à suivre une thérapie. Ces mots me surprirent, mais ce qui m'étonna encore plus fut ma propre réaction. Au lieu de m'inquiéter pour lui, je ressentis seulement l'espoir qu'il puisse grandir. Sa route lui appartenait, tandis que la mienne prenait désormais forme. Je n'attends pas que tout redevienne comme avant, déclarai-je sincèrement. Mais je veux construire quelque chose de nouveau, de plus sain pour nous tous. Au fil des mois, quelque chose de nouveau prit une dimension réelle. Les déjeuners du dimanche revinrent, mais avec une approche différente, plus d'ouverture, un plus grand respect des limites, et une meilleure considération des sentiments de chacun. Michel se joignait sporadiquement à nos réunions, et j'observais en lui une évolution subtile, moins d'attente d'un sauvetage constant, et plus d'efforts pour se débrouiller par lui-même. Je me mis également à organiser mes propres voyages. Le compte d'épargne que j'avais ouvert spécialement pour mes escapades se renforçait, et avec lui, mes rêves s'élargissaient. Plutôt que de planifier des voyages centrés sur les intérêts des autres, je découvrais le désir d'explorer des lieux qui m'inspiraient personnellement. Bien que Paris demeure cher à mon cœur, j'étais tout aussi attirée par les côtes sauvages d'Irlande, les temples anciens du Japon ou les rues vibrantes de Barcelone. Mes relations avec mes parents évoluèrent également. Ils commencèrent à s'intéresser sincèrement à mon travail à l'hôpital, et non plus uniquement comme prétexte pour parler des difficultés de Michel. Ma mère m'envoyait des articles sur des lieux dont j'avais un jour rêvé, et mon père me prodiguait des conseils photographiques quand je décidais enfin de partir seule à l'aventure. Ces gestes, bien que discrets, signifiaient qu'il commençait à me voir comme une personne à part entière, et non simplement comme un plan de secours familial. En repensant à ce jour-là, je sens que cette douloureuse confrontation fut le début de quelque chose de nouveau. Bien que la douleur de la trahison et de m'être sentie remplacée par Michel fût immense, elle m'a donné la force d'imposer mes limites et de me respecter. J'ai appris qu'être forte ne veut pas dire se taire, et qu'être infaillible ne signifie pas être insensible. Au final, les plus belles aventures nous ramènent à nous-mêmes. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien j'avais investi dans ces plans qui devaient être notre aventure commune tant rêvée. Chaque détail, chaque lieu choisi, chaque réservation était imprégnée de sens et d'émotion. Je croyais que ce voyage serait le témoignage de notre lien, qu'il renforcerait ma place dans la famille et me permettrait enfin de me sentir aimée. Maintenant, je sais que le plus important est de ne pas se perdre en essayant de satisfaire les besoins des autres. Mes parents ont tenté de me joindre à plusieurs reprises. Ma mère laissait des messages vocaux de plus en plus empreints de compréhension, mon père envoyait des photos de son jardin, et Michel de façon inattendue m'avait écrit un long email dans lequel il semblait reconnaître ses erreurs. Je leur répondais à mon rythme, m'accordant le temps de traiter mes émotions. Le soir, j'écrivais mes pensées dans mon journal, retraçant des années où j'avais toujours été la forte, infaillible, mais souvent invisible. Un samedi matin, environ un mois après la confrontation, en fouillant dans mon placard, je retrouvais le sac contenant les cadeaux préparés pour notre voyage, l'affiche de film pour papa, le foulard pour maman. Mon premier réflexe fut de les ranger, comme si je voulais cacher la douleur qu'ils symbolisaient. Mais je les sortis et les examinai attentivement. L'affiche, soigneusement roulée et protégée, continuait de m'émerveiller. C'était ce classique de la nouvelle vague dont mon père se souvenait de ses années d'études. Le foulard, en soie peint à la main dans des nuances de bleu et d'or, était parfaitement en accord avec le goût de ma mère. En les regardant, je compris que ces présents représentaient non seulement un voyage manqué, mais aussi ma capacité à aimer et à prendre soin.
Ce soir-là, je me rendis une nouvelle fois chez mes parents dans cette même maison de la petite ville près de Versailles. Ils furent surpris de me voir, et dans leurs yeux, j'aperçus une nouvelle sensibilité, une conscience subtile qui n'avait pas existé auparavant. Nous nous installâmes dans le salon, dans cette pièce où s'était tenue notre douloureuse conversation, mais cette fois, l'atmosphère était plus légère. J'ai apporté ces choses, dis-je en déposant les cadeaux soigneusement emballés sur la table basse. Elles étaient destinées à être des surprises lors du voyage, mais je pense qu'aujourd'hui, elles peuvent symboliser ce qu'il faut vraiment chérir dans notre relation. Ma mère déballa le foulard, ses mains tremblantes, tandis que des larmes coulaient sur ses joues en caressant le tissu délicat. Mon père, en regardant l'affiche, affichait une expression mêlée de joie et de tristesse, joie d'avoir reçu quelque chose d'aussi parfait, et tristesse pour les instants perdus. Nous avons parlé, murmura doucement ma mère, de ce que tu nous avais dit, de ces schémas où l'on te considérait acquise, en supposant que tu comprendrais toujours et céderais. Nous ne réalisions pas à quel point nous t'avions blessé, jusqu'à ce que tu nous ouvres les yeux. Mon père hocha la tête. Nous avons également discuté avec Michel, à propos de la responsabilité, des conséquences, et du fait de ne pas s'attendre à ce que quelqu'un répare toujours ses problèmes. Il a commencé à suivre une thérapie. Ces mots me surprirent, mais ce qui m'étonna le plus fut ma propre réaction. Au lieu de m'inquiéter pour lui, je ressentis seulement l'espoir qu'il puisse évoluer. Sa route lui appartenait, tandis que la mienne prenait enfin forme. Je n'attends pas que tout redevienne comme avant, déclarai-je sincèrement. Mais je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain pour nous tous. Au fil des mois, quelque chose de nouveau prit une forme bien réelle. Les déjeuners du dimanche reprirent, mais désormais avec plus d'ouverture, un plus grand respect des limites et une réelle considération pour les sentiments de chacun. Michel se joignait parfois à nos réunions, et je remarquais en lui une évolution subtile, moins d'attente qu'on vienne le sauver, et plus d'efforts pour se débrouiller seul. Je me mis également à planifier mes propres voyages. Le compte d'épargne que j'avais ouvert spécialement pour mes escapades se renforçait, et avec lui, mes rêves prenaient de l'ampleur. Plutôt que d'organiser des expéditions centrées sur les désirs des autres, je découvrais le plaisir d'explorer des lieux qui m'inspiraient personnellement. Bien que j'aimais toujours Paris, j'étais tout aussi attirée par les côtes sauvages d'Irlande, les temples anciens du Japon ou les rues vibrantes de Barcelone. Mes relations avec mes parents se transformèrent également. Ils commencèrent à s'intéresser véritablement à mon travail à l'hôpital, et non plus uniquement comme un prétexte pour évoquer les problèmes de Michel. Ma mère m'envoyait des articles sur des lieux dont j'avais rêvé, et mon père me donnait des conseils photographiques quand je décidais enfin de partir seule à l'aventure. Ces gestes, quoique discrets, montraient qu'il commençait à me voir comme une personne à part entière, et non simplement comme un plan de secours familial. En repensant à cette journée, je réalise que cette douloureuse confrontation fut le début d'un renouveau. Bien que la douleur de la trahison et de m'être sentie remplacée par Michel fût immense, elle m'a donné la force d'imposer mes limites et de me respecter. J'ai appris qu'être forte ne signifie pas se taire, et qu'être infaillible ne veut pas dire être insensible. Après tout, les plus belles aventures nous ramènent à nous-mêmes. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que cette histoire ne se résume pas à un voyage familial annulé vers Paris. C'est le récit d'un passage à l'âge adulte, de la découverte de sa propre valeur et de la construction de relations dans lesquelles chacun est écouté. Peut-être me promènerai-je un jour seul le long de la Seine, ou avec de nouveaux amis, voire même avec mes parents, si nous apprenons à nous soutenir mutuellement. Pour l'instant, j'avance sur mon propre chemin en tant que personne qui connaît sa valeur, qui sait que l'amour ne réclame pas des sacrifices sans fin, et qui a compris que les plus beaux voyages nous ramènent à nous-mêmes. C'était un long chemin depuis le moment où je préparais la surprise parfaite, à travers la douleur de la trahison à l'aéroport, jusqu'à la confrontation dans la maison familiale. Chaque pas, chaque larme et chaque mot prononcé ont forgé mon histoire, désormais irréversible. Mais cette histoire m'a façonné, m'enseignant qu'il vaut la peine de se battre pour ses besoins, avant tout, que je mérite amour et respect. Aujourd'hui, bien que les souvenirs de ce jour me fassent encore mal, je sais que j'ai entamé un nouveau chapitre, un chapitre où je compte avant tout.